Face au public ce soir, Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc. Nous sommes au palais royal de Marrakech, Marrakech qui est considéré comme un des joyaux du Maroc, au pied de l'Atlas dont les cimes sont encore enneigées. Majesté, le monde bouge. Certaines situations bloquées évoluent. Le Proche-Orient, par exemple, avec la déclaration de Valéry Giscard d'Estaing sur l'autodétermination du peuple palestinien. Le Maghreb, avec le dossier du Sahara et l'attitude du colonel Kadhafi. L'Afrique aussi, avec l'accession de la Rhodésie à l'indépendance. L'islam, traversé par les secousses de la révolution iranienne et de l'intervention soviétique en Afghanistan. Or, sur toutes ces affaires, vous êtes un des chefs d'État, un des dirigeants les plus influents et des plus écoutés. Avec Paul Balta du Monde, Roger Bouzinac de Nice Matin, Paul Naon d'Antenne 2, André Potard de l'Express et Édouard Sablier de France Inter, nous allons durant ces 50 minutes faire le point sur toutes ces situations plutôt brûlantes. Majesté, vous vous êtes rendu il y a quelques jours à Dakhla, capitale du Rio de Janeiro, c'est-à-dire la partie du Sahara livrée par l'Espagne à la Mauritanie. Par ce geste, vous avez voulu montrer votre détermination de conserver la partie saharienne qui vous a été attribuée par les accords de Madrid, mais également la partie mauritanienne abandonnée par eux. Cette démarche prouve, je crois, votre volonté de garder tout le Sahara occidental. Cela pose la question à laquelle vous nous avez promis de répondre il y a quelques jours aujourd'hui. Majesté, avez-vous les moyens de cette politique, tant sur le plan économique que sur le plan militaire? Il est certain que, de nos jours, vu l'instabilité économique et financière mondiale, très peu de pays peuvent se dire à l'abri d'une situation difficile sur le plan économique et financier. Parmi les pays qui ont supporté le plus le poids des dernières années se trouve le Maroc. Car le Maroc, tout en ayant sa caisse de compensation pour le maintien d'un certain nombre de prix de denrées fixes, mais nécessaires, subit, chaque fois qu'il y a une hausse de l'énergie, subit en contre-coup cette hausse. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes pays arabes ou musulmans, que nous avons des tarifs privilégiés ou préférentiels en ce qui concerne le prix du brut ou du raffiné. Et jusque-là, nous avons tenu le coup et nous pensons tenir le coup, car en définitive, nos difficultés économiques ne viennent pas de nos dépenses. Elles viennent du fait qu'il faut rembourser. Il faut rembourser, et c'est l'année 80 qui constitue le pic des remboursements des prêts qui nous ont été faits. Mais en dehors du fait de trouver un certain nombre de millions de dollars à la fin de l'année 80, grâce à Dieu, le Maroc se porte bien économiquement et financièrement. Mais alors je disais aussi militairement, est-ce que la politique que vous entreprenez pour le Sahara, vous pouvez l'amener militairement? En définitive, je ne mène pas de politique particulière. Je ne fais que réfléchir, que refléter les sentiments de mon peuple et conduire mon armée là où mon peuple veut qu'elle soit. Le jour où les Marocains voudront cesser de combattre, nous combattrons, nous cesserons faute de combattants. Mais tant qu'un Marocain voudra combattre, je l'encouragerai. André Potard, Express. Si Votre Majesté pourrait-elle nous faire un bref exposé sur la situation telle qu'elle existe aujourd'hui sur le terrain au Sahara? Il y a la situation telle qu'elle existe sur le terrain, le plus franchement, le plus clairement, le plus nettement possible, c'est que la partie qui est le plus l'objet des raids du Polisario, c'est la partie qui a toujours été reconnue comme étant frontière internationale du Maroc, c'est-à-dire dans l'Ouadra. Par contre, dans la région de Smara, ou de Bokra, ou de Laayoune, c'est assez sporadique. Du côté de Dakhla, nous n'avons pas vu un seul Polisario depuis que nous y sommes. Et la conclusion à tirer de cela, c'est que le Polisario ne tient pas tellement à faire une guerre de harcèlement, ou une guerre de récupération, mais il voudrait nous installer dans une guerre, dans une sorte de fièvre endémique, une fièvre des marais, une sorte d'habitude à l'insécurité. Une agression, en quelque sorte. Une agression constante, mais nous ne le laissons pas faire. Et le jour où j'étais à Dakhla, de très gros accrochages ont eu lieu du côté, justement, au sud de Tantan, au nord de ce fameux parallèle qui nous séparait de l'ancien Sahara. Majesté, si je puis me permettre, le Polisario réussit en partie à vous faire prendre cette position dans cette guerre d'usure. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non. Dans un sens, oui, nous pourrions le poursuivre et aller en Algérie, mais cela alors serait déclencher une... Droit de suite. Oui, mais ce serait une calamité. De nos jours,
Le droit de suite, on ne sait pas où le commencer, on ne sait pas où le finir. Majesté, est-ce que Pas le Balta du monde. cette guerre d'usure ne pèse pas lourdement sur les finances du royaume? Non. On a avancé des chiffres. Que coûte cette guerre? Je ne saurais vous le dire. Je saurais vous le dire, même le saurais-je que le chiffre serait une sorte d'armement stratégique que je ne vous donnerai pas. Roger Bouzinac, ce matin. Majesté, vous venez de dire qu'un droit de suite, ce serait une calamité. En définitive, vous marquez votre désir profond de maintenir la paix. Il n'en demeure pas moins qu'un jour l'épreuve de vérité se posera. Est-ce que vous croyez que vous arriverez à régler le problème d'une manière pacifique, comme vous semblez le souhaiter ardemment, ou est-ce qu'il y aura un affrontement avec l'Algérie? Enfin, tous ceux qui peuvent faire ou écrire ou remonter le cours de l'histoire des 5 dernières années vous diront que ce n'est pas le Maroc qui s'est préparé à la guerre. Ce n'est pas le Maroc qui est un agresseur. C'est l'Algérie, ouvertement, par les premières troupes d'Amgala, qu'on oublie toujours. C'était l'ANP qui a attaqué le Maroc. Elle s'était donc préparée à le faire. Le Maroc n'attaquait personne, ne voulait attaquer personne. Bon, l'Algérie dit, moi, je ne peux pas oublier l'autodétermination au Sahara quand je l'ai appuyé au Vietnam. Je considère que ça, c'est un argument tout à fait spécieux. Toujours est-il que cette guerre nous a été imposée par nos voisins. Mais il y a une chose qui s'impose à nous plus encore, c'est de ne pas être coupé de l'Afrique noire. Ni par le Sahara, ni par une Mauritanie qui ne soit plus mauritanienne. Et quand je dis nous, je parle du tunnel sous Gibraltar. Quand je parle du tunnel sous Gibraltar, je parle de l'Europe. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous tous, nous ne devons pas être coupés de l'Afrique noire. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ou de chercher de faire, soit par la Mauritanie, soit un peu plus haut par le Sahara. Edouard Sablier. Il y a quelques mois, vous nous expliquiez certains des engagements qui s'étaient produits entre les troupes marocaines et le Polisario, en expliquant que le Polisario avait une force d'attaque beaucoup plus grande, avait un armement ultra-moderne, et que par conséquent, vos troupes avaient quelque peine à soutenir quelquefois les raids éclairs du Polisario. Est-ce que la situation a changé? C'est fini. Avant, nous ne portions pas la même pointure. Nous avions l'armement conventionnel occidental. Eux avaient pris l'armement conventionnel russe. Or, les Russes, les Soviétiques et le pacte de Varsovie, eux ont continué non seulement à développer leur armement sophistiqué, mais à développer aussi l'armement conventionnel. Par contre, l'OTAN et l'Occident n'a pensé qu'aux gadgets ultra perfectionnés, oui, parce qu'ils n'avaient pas de guerre à faire par personne interposée. Par contre, le camp socialiste a des guerres à faire par personne interposée. Alors il fait des armes à l'échelon de ces armées, qui tout en étant pas les siennes, sont les siennes. De ce fait, nous nous sommes trouvés devant un armement conventionnel, collectif, individuel, mais qui était d'une pointure et demie supérieure au vôtre. Quand je dis aux vôtres, aux Européens. Nous l'avons acheté, ça nous a pris du temps, il a fallu instruire les hommes dessus. Maintenant, nous usons du même matériel, nous en usons mieux, et je dois vous dire que maintenant, la situation s'est complètement redressée. Si le renversement interviendrait après Smara, chronologiquement. Chronologiquement, il a commencé à intervenir après Bir Hazaran. Après Bir Hazaran, où l'attaché militaire français pourra vous le dire, à Nouakchott, il y en avait parmi ces policiers qui étaient retournés à Nouakchott. Les gens qui sont là-bas pourront vous le dire. Ils ont laissé un minimum de 1500 personnes lors de cette attaque de Bir Hazaran, sans compter celle de Smara. Alors, ils sont actuellement dans le creux de la vague sur le plan humain, d'une façon générale, parce qu'un homme ne se fait pas, il faut au moins 6 à 7 mois pour faire un guerrier, et deuxièmement, sur le plan ethnique, il y a presque plus de Sahraouis. Alors, parmi ceux que nous prenons comme prisonniers ou comme blessés ou morts, on remarque d'abord des gens qui ne sont pas des Sahraouis, deuxièmement, qui portent beaucoup de blessures dans le dos, et troisièmement, beaucoup de tuberculose. Paul Naon. Majesté, vous avez supplié les Américains de vous fournir des armes. Alors, j'aimerais vous demander s'ils ont satisfait à toutes vos demandes, jusqu'à ce jour. D'abord, je n'ai pas supplié, j'ai demandé, parce que j'aurais expliqué que pour leur propre intérêt, il fallait qu'ils nous en donnent, car ils ne pouvaient pas se démarquer. Autrement, les armes qu'ils nous ont vendues, l'Europe en possède de meilleures. Ils nous ont vendu des F-5E, le Mirage F1 est supérieur 10 fois au F-5E. L'avion français? Oui, c'est bon. Et vous faites la différence grâce à l'avion français au Mirage?
Comment? Vous faites la différence grâce au Mirage? Les différences entre La quoi? différence sur le terrain. Pour certaines opérations, oui. Par exemple, de nuit. Bien que ces Mirages ne soient pas équipés pour agir de nuit. Le fait, par exemple, qu'il ait le canon sous le nez n'aveugle pas le pilote, alors que les autres avions ont des canons sur les ailes ou sur le nez, en haut. Alors, quand le pilote tire, il est aveuglé de nuit. Par contre, sur le F1, c'est un petit détail, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le pilote était content et heureux de pouvoir voir sa cible. Mais il n'y a plus de problème avec les Américains. Plus de Aucun de problème. livraison d'armes. Non. Tout ce que vous voulez. Mais la livraison qu'ils nous font, ou qu'ils vont nous faire, était plus symbolique qu'autre chose. C'était moins de 24 avions, 10 Oviten et à peu près 6 hélicoptères de combat. C'est pas avec ça qu'on peut engager et gagner une guerre. Pas d'instructeur militaire américain sur le terrain? Non. Ici? Vous êtes formel? Formel. Paul Baltard. Majesté, en 1978, pendant 6 mois, il y a eu des conversations secrètes qui ont été tenues secrètes entre un de vos conseillers, M. Guédira, et le docteur Taleb Ibrahimi, un ministre algérien. Il ne semble pas que ces conversations aient abouti à un accord. Est-ce qu'actuellement, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, anguille sous roche, entre le Maroc et l'Algérie? Est-ce qu'une négociation est possible, puisque vous en avez souvent parlé, ou est-ce que c'est l'impasse? Vous savez, M. Balta, une négociation est toujours possible. Et je pense que on ne fait une guerre que pour négocier, en définitive. Car la finalité des guerres, c'est de négocier. Seulement voilà, on va à les négociations avec plus ou moins d'empressement, suivant que l'on a un bon ou un mauvais dossier. Moi, je sais que je suis prêt à tout moment à aller négocier, parce que j'ai mon dossier qui est pris, qui est bon. Je suis prêt à négocier pour la paix au Moyen-Orient, comme je suis prêt à négocier pour la paix au Maghreb, parce que pour les deux cas, j'ai un dossier, en tant que Marocain ou en tant qu'Arabe, qui est très solide. Oui, mais les Algériens vous renvoient au Polisario. Le Polisario, c'est des Mauritaniens ou des Marocains. Je ne peux pas négocier avec quelque chose qui n'a pas de forme juridique. Oui, mais Majesté, en 1976, votre délégation à Addis Abeba avait réussi à bloquer la reconnaissance du Front Polisario par l'OUA. Actuellement, enfin dans les semaines ou les mois qui viennent, on peut imaginer que la RASD réussisse à trouver les 25 voix qui lui permettraient d'être reconnue ou d'entrer à l'OUA. Que feriez-vous? Si elle rentre à l'OUA, je la quitterai. Moi, je ne serai que le premier à la quitter. Parce que si elle continue comme ça, je pense que bientôt tout le monde va la quitter. Mais je ne pense pas que l'Afrique reconnaisse la race. Si vraiment l'Afrique vit l'heure que nous vivons, si elle vit les événements que nous subissons, si elle réagit en Afrique et en pays musulmans, je crois que les votes concernant la race, si on devait aller faire maintenant, ou concernant le Polisario, iraient à l'encontre depuis les événements d'Afghanistan. Ceci, si l'Afrique est consciente, si elle est éveillée, si elle vit les événements, si elle les analyse. Je souhaite que tous les 6 soient remplis parce que ce continent a besoin de comprendre. Majesté, vous venez de dire on fait une guerre pour négocier, donc un jour ou l'autre vous trouverez un terrain pour négocier. Ce conflit se terminera. Quelle solution devrait être trouvée à votre point de vue pour mettre fin à ce conflit au Sahara? J'ai mon idée là-dessus, mais j'ai décidé de n'en parler à personne. Et je tiens à vous dire que, comme je dis toujours, nous sommes deux à le savoir. Ma conscience et moi-même. Tout seul. Edouard Sablier. Si vous venez de parler de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, vous avez dit que actuellement elle traversait une crise de faiblesse. Je voudrais vous parler d'un autre organisme qui nous a un peu étonnés ces temps-ci, c'est la Ligue arabe. La Ligue arabe, le colonel Kadhafi a porté plainte contre une invasion de la Tunisie par l'armée française. Il a parlé de combats dans les rues de Tunis et de bombardements par la flotte américaine. Or, les gens de la Ligue arabe se trouvaient sur place. Comment expliquez-vous qu'aucun n'ait vraiment relevé ce problème en disant vous vous moquez de nous, où sont les traces de ces combats dont vous parlez? Mais même pas votre délégué, si j'ose dire. Mon délégué ne l'a pas dit parce qu'on ne lui a pas demandé de le dire. Mais si les Tunisiens nous avaient dit, écoutez, soyez gentils, dites qu'il n'y a personne, on l'aurait dit. Je crois même que nos amis tunisiens ont considéré qu'il était inutile
d'appeler au secours quelques délégations autres que la délégation tunisienne, parce que des visus, tout le monde voyait que Tunis n'était pas occupée. Je pense que nos amis tunisiens ont considéré qu'il n'était pas nécessaire qu'on vienne à leur secours pour une affaire aussi patente. La Ligue arabe, ce qu'il y arrive était fatal, parce que cette Ligue arabe s'est constituée autour de la libération des États arabes. Mais une fois les États arabes libérés, chacun a pris son option économico-sociale. Il est impensable que dans une ligue ou une organisation puisse subsister un minimum de liens unitaires lorsque les systèmes économico-sociaux sont différents. Dans ce domaine-là, la politique primant le sentiment, la Ligue arabe se devait de prévoir non pas sa décrépitude, mais tout au moins son inefficacité. Par contre, la conférence islamique, elle, ne présente pas ces failles, car elle est basée avant tout sur la foi et pas sur la politique. C'est ce qui a donné la réaction massive, non équivoque et unanime du monde islamique par rapport au monde arabe. Majesté Edouard Sablier vient d'évoquer le rôle du colonel Kadhafi dans les événements de Tunisie. On peut dire que le colonel Kadhafi, aujourd'hui, porte son action un peu partout, non seulement au Maghreb, mais également en Afrique noire. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit s'organiser? Nous étions pour cette même émission il y a quelques semaines au Gabon, où le président Bongo pensait qu'un jour ou l'autre, il faudrait peut-être donner une réplique sérieuse au colonel Kadhafi. Est-ce que vous pensez qu'il faut le faire? Je dirais, comment la faire? Je pense qu'en tout état de cause, il faut le faire. Comment le faire? Eh bien, il faudrait d'abord que certaines pratiques de malhonnêteté n'existent plus à l'échelon africain, pour commencer d'abord à échapper à l'emprise de Kadhafi. C'est la première chose à faire. Je pense à des choses particulières et précises. Oui, qu'appelez-vous malhonnêteté? C'est-à-dire qu'il ne faut plus toucher de pot de vin. Kadhafi touche des pots de vin? Non, il en donne. Ah, il en donne. Non, c'est pas des pots de vin, parce que ça ne circule pas chez lui, c'est des pots de pétrole, des pots de quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il faudrait quand même que certaines pratiques s'arrêtent. Comment? Oui, je vous en prie. Si le continent africain veut devenir sérieux, ces pratiques s'arrêtant, je pense qu'à ce moment-là, la moitié des moyens de Kadhafi se trouvent mis hors de combat. Car en définitive, qu'a-t-il Kadhafi? Il a de l'argent et des armes en quoi savoir-faire. Ces armes elles-mêmes se divisent en deux. Il y a les super sophistiqués comme les T-72, qui sont des chars avec laser, tourelles gyroscopiques, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et des MiG-25. Chose que ni l'armée syrienne, ni l'armée égyptienne ne pourraient piloter. Donc il y a d'abord les moyens moraux pour faire front à Kadhafi. Ce sera peut-être le plus difficile à réaliser, peut-être, là, Majesté. Oui. Alors qu'est-ce qui reste alors? Je ne suis pas son voisin. S'y André Potard. repensez-vous que ces moyens techniques extrêmement sophistiqués dont ils possèdent, les Libyens puissent les piloter? Non. Donc il y a une présence étrangère importante en Libye. Pas forcément. Ou bien il y a une présence étrangère, ou le cas échéant, il y aurait une présence étrangère. Qui serait? Qui seraient des pilotes de chars ou des pilotes d'avion super sophistiqués et qui pourraient agir en Afrique, là on voudrait. Du reste, il a montré le bout de l'oreille lorsqu'il a dit à un quotidien ou à un hebdomadaire français que rien ne l'empêchait de faire partie du pacte de Varsovie. Il l'a répété par la suite. J'ai demandé à tous mes amis d'y réfléchir. S'il fait partie du pacte de Varsovie, obligatoirement la solidarité de Moscou et de toutes les capitales interviendra en faveur de Kadhafi, qu'il soit attaquant ou attaqué. J'espère que l'Égypte a compris. Et vous? Au moins, il y a longtemps, j'ai compris. Paul Naon. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gassa avec la maladie du Premier ministre, M. Noïra, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental? D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple.
et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, non, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. Jebouzinak. Majesté, tout à l'heure, vous sembliez croire qu'il fallait arriver à une certaine moralisation de la politique et en particulier mettre fin à la pratique des pots de vin. Je voudrais demander, avec beaucoup d'humilité, est-ce que vous considérez plus coupable celui qui les reçoit que celui qui les donne? Et est-ce qu'il n'y a pas, incontestablement, une grande part de responsabilité de grandes nations occidentales qui ont été des initiateurs dans cette pratique? Et revenant à ce que on vous demandait tout à l'heure, Majesté, est-ce que vous croyez vraiment, si on arrivait à une moralisation de la politique, que l'Afrique arriverait à se structurer comme vous semblez le souhaiter? Et ma troisième question, je voudrais savoir quelle conception on peut avoir à travers vos propos de la stabilisation, parce qu'il est incontestable que des pays qui étaient aussi fortement arrimés à l'histoire et au passé se sont trouvés subitement déstabilisés, et je comprends un peu les appréhensions que notre ami Naon exprimait tout à l'heure. Pour répondre à votre première question, nous avons en arabe un adage juridique qui dit « Maudit soit le corrupteur et le corrompu ». Donc je pense avoir répondu à votre question, et chez nous, les mêmes peines sont appliquées aux corrupteurs comme aux corrompus. La deuxième question. Je ne suis pas pour un ordre moral nouveau. Le monde est ce qu'il est, l'homme est ce qu'il est, et plus on découvre sa structure interne, ses glandes, les composantes de ces facteurs génétiques, plus on se demande comment il n'est pas encore plus fou qu'il n'est. L'ordre moral, pour moi, c'est avoir un minimum de respectabilité et d'avoir un minimum de continuité dans sa vision des choses et dans son analyse. Mais de là à voter noir le matin ou voter blanc le soir, alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre d'amoralité. Ce n'est même pas immoral, c'est amoral. Quant à la troisième question, je pense que quand on parle une langue, on peut valablement en faire la critique. J'estime que le mot déstabilisé a été employé trop souvent et pas à bon escient. Car en définitive, déstabiliser n'est pas effacer de la carte, ce n'est pas détruire, ce n'est même pas dépersonnaliser. Déstabiliser, c'est quelque chose qui était debout, qu'on fait tomber, mais qui peut se remettre debout. C'est pour ça que quand je parle de déstabilisation, je ne parle pas de renversement. Dans mon esprit, c'est une mauvaise période à passer pour un pays comme pour un être humain. Paul Baltin. Oui, cela étant, pour la Tunisie, s'il y avait, je pense que notre ami Naon parlait d'une déstabilisation du régime, du gouvernement, oui. Ça pourrait modifier tout de même l'équilibre au Maghreb. Je ne vois pas le récipiendaire du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale si le régime était changé. Oh, il y a toujours des imbéciles qui courent pour prendre la tête d'un État. Alors là, je peux vous dire que ceux qui y vont en courant, c'est vraiment des imbéciles. J'en sais quelque chose. Je préférerais beaucoup plus me reposer que... Mais, supposons qu'on trouve un récipiendaire pour prendre le pouvoir ou l'administration à Tunis. Qui aurait-il derrière lui? Il va gouverner 6 millions de Tunisiens avec 200 000 hommes. On l'a déjà vu, Majesté. Où? Des gens qui gouvernent sans l'accord du peuple. Pas dans des pays ayant une tradition historique. Vous ne le verrez jamais au Maghreb. Ou alors il faudra avoir quadrillé toutes les villes, toutes les campagnes, toutes les montagnes, pas au Maghreb. Quand on est un substratum, vous pensez-vous que la France pourrait être... tous les Français avaient la peur de la gauche, mais laissez faire et supposons que la gauche vienne.
Vous croyez que la gauche serait, étant venue au pouvoir, aurait pu déstabiliser Mais la France? tous les dirigeants du Maghreb ou de l'Afrique ne sont pas démocratiques. Comment? Tous les dirigeants du Maghreb ou de l'Afrique ne sont pas démocratiques. La démocratie. On a déjà vu les prises de pouvoir par les armes, sans le peuple. Par exemple. Je parle par exemple de Centrafrique. Centrafrique. Centrafrique, ça n'existait pas. Le Bénin. Ça n'existait pas. Bien, de toute façon, on parlera tout à l'heure du dossier africain. Je disais